Présenter en premier lieu, je suis Nadia Khalifi et je travaille en tant que conseillère régionale pour les affaires d'égalité de genre dans le comité des Nations Unies pour les communautés de l'Est, l'ESCOA. Et donc, je vais modérer cette session de grande envergure, un panel de haut niveau pour discuter des bénéfices tirés de l'appropriation des femmes de terre pour un développement durable et intégral. Nous allons parler des défis sociaux et culturels dans ce domaine et nous allons écouter nos invités des différents pays arabes quant aux défis qui sont contextualisés dans la région. Par exemple, les pays qui vivent des conflits maintenant ont un contexte et nous allons entendre parler des différentes solutions qu'ils élaborent pour promouvoir les lois et politiques et procédures permettant aux femmes d'accéder à leurs droits de terre et propriété. Ikhlas Adam Ali du Soudan. Le Soudan, l'un des groupes de déplacés internes les plus grands au monde. Et donc, comment est-ce que ce déplacement de large portée a impacté l'appropriation des femmes de terre? Et puis, qu'en est-il de la situation des femmes à cause de ce conflit? Quels sont les différents types de défis auxquels elles font face par rapport à l'appropriation des terres et quels sont les obstacles légaux et sociaux auxquels ces femmes font face? Nom de Dieu, miséricordieux. Je voudrais en premier lieu remercier toute personne impliquée dans l'organisation de cette initiative, qui est la 3e conférence arabe sur le foncier. Et je vous remercie, Royaume du Maroc, gouvernement et peuple, de votre accueil. Je demande au bon Dieu que cette conférence aboutisse en des recommandations louables qui seront implémentées suite à l'échange d'expertise, surtout pour les pays qui ont vécu des expériences similaires en termes de conflits et de guerre et qui ont été... il y a des impacts du changement climatique, les désastres naturels. L'appropriation des terres est l'un des facteurs essentiels qui font que le développement économique soit implémenté. La stabilité sociale également en dépend et cela joue un rôle essentiel en la capacitation économique des citoyens et en la promotion de l'investissement au Soudan. La femme est impactée profondément par les législations foncières car il y a différents obstacles qui l'empêchent de bénéficier de ses droits en termes d'égalité de la propriété et de la gestion foncière. Les femmes représentent un grand pourcentage de la force de travail dans le secteur agricole, sauf que les coutumes, les us et coutumes souhaitent limiter l'appropriation des femmes. Ceci fait que leur capacité à atteindre les financements pour les projets commerciaux ou agricoles ne soit pas durable. Et donc ces défis n'impactent pas la femme seulement, mais plutôt se reflète sur l'économie nationale de manière générale du Soudan et fait que le fait qu'il n'y ait pas des droits d'appropriation solides relatifs à l'agriculture. Ceci mène au fait qu'il y ait moins d'accès, moins de droits et donc les impacts seront investigués par rapport à l'investissement dans le pays. Il y a des réformes demandées, bien évidemment, pour garantir qu'il y ait un environnement plus équitable pour les investissements, permettant ainsi aux femmes d'avoir une participation active dans le développement économique. La terre au Soudan représente une partie
des politiques. Il y a plusieurs lois qui régissent ce secteur par rapport à l'appropriation. La loi 1970 notamment, qui stipule que toutes les terres non enregistrées sont la propriété du gouvernement. Et ceci inclut les terres possédées par la main. Et donc le gouvernement ici a une main. Il y a une absence d'égalité par rapport à cette appropriation et les us et coutumes impactent cette dynamique et font que l'exploitation économique est impossible. Dans les régions rurales, les femmes dépendent de l'agriculture, mais elles n'ont pas de propriété. Elles n'ont pas de propriété, font face donc à des problèmes d'accès à l'investissement car il y a ce système de possession acquisitive. Et donc les lois qui donnent à la femme des droits égaux restent faiblement implémentées à cause des traditions et le plus souvent, les femmes font face à des problèmes d'immatriculation de leurs terres et un problème où donc elles n'arrivent pas à obtenir les documents nécessaires justifiant leur propriété et ceci est dû à plusieurs raisons. Il y a aussi des soucis de déplacement et le fait qu'il y ait un faible pourcentage d'acquisition fait que les femmes n'arrivent pas à participer à l'économie de manière active et cela augmente leur niveau de pauvreté. Ceci, encore une fois, limite le rôle de la femme dans la contribution au développement durable car elle ne peut plus investir en les projets agricoles et commerciaux. Et là, l'investissement, le secteur agricole devient faible car les femmes représentent un grand pourcentage de la main-d'œuvre. Et donc, le fait qu'elles ne participent pas réduit la production agricole et encore une fois, l'incapacité d'accéder aux prêts bancaires entrave également cette appropriation et mène au fait qu'il y ait moins d'investissement dans les terres agricoles. Et puis, la non-clarté des lois et par rapport à la participation féminine fait que l'investissement au Soudan soit plus complexe. Donc, l'on n'est pas encouragé et l'absence des lois qui protègent la propriété des femmes fait qu'il y a plus d'instabilité politique et cela réduit le nombre d'investisseurs et fait le développement durable régresser. Aussi, bien sûr, cet accès si garanti améliorerait l'équité et l'égalité économique. Merci. Voilà. Merci Madame Ikhlas pour cette intervention de grande valeur et merci d'avoir souligné les différentes législations relatives à la propriété foncière au Soudan ainsi que cet impact sur l'investissement et la femme. Nous allons passer maintenant à notre prochain intervenant, Monsieur Mohamed Salim Boukhres de la Mauritanie. Je vous en prie, Monsieur, allez-y. Nom de Dieu miséricordieux, je remercie en premier lieu les organisateurs de cette initiative bien louable. Je remercie le Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux qu'il nous a accordé et pour l'organisation de cette importante conférence. En premier lieu, je voudrais présenter la Mauritanie par rapport à la propriété foncière ou immobilière. La particularité du pays est que nous avons une terre faite d'1 million de kilomètres carrés des citoyens, donc moins de 5 millions de personnes. Et ceci fait partie des défis relatifs à la propriété immobilière. Nous sommes un pays qui vit une grande désertification et nous sommes aussi l'un des pays les moins habités. Et puis il n'y a pas de barrière légale
ou juridique par rapport à la propriété immobilière des femmes. Toutes les lois en Mauritanie garantissent l'égalité entre l'homme et la femme, et ce par rapport à la propriété immobilière. Il y a des défis cependant, des défis sociaux d'accès pour la femme aux terres et à la propriété immobilière. Et puis, il y a des défis administratifs, étant donné que l'immatriculation immobilière est toujours à des niveaux primaires, ou plutôt primitifs, je dirais. Il y a des affaires en cours par rapport à la sécurisation et à la facilitation, donc à la propriété immobilière pour les femmes. Pendant 15 ans maintenant en Mauritanie, nous avons vu des initiatives venant de la société civile féminine, à travers lesquelles nous avions noté l'organisation de femmes d'affaires pionnières qui pratiquaient donc le commerce et qui s'avançaient avec des initiatives auprès du gouvernement, des initiatives très importantes pour le gouvernement mauritanien, qui les a suivis, qui les a appuyés également jusqu'à aujourd'hui à Nouakchott, notre capitale. Et donc nous avons à peu près dans notre marché plus de 250 femmes d'affaires, 250 entreprises possédées par les femmes. Et nous avons dans le domaine de l'habitat des initiatives similaires, féminines également, qui ont permis à peu près 1000 femmes d'accéder à l'habitat, donc un logement décent. Et tout ceci était mené par une certaine sécurisation ou assurance gouvernementale de la propriété immobilière. Et puis enfin, il y a des femmes des femmes d'affaires pionnières qui ont été encouragées par le gouvernement et qui ont vu des prêts octroyés leur ayant permis d'accéder à la propriété immobilière par rapport à l'implication économique. Et puis par rapport à la division des terres, le ministère de l'Habitat et de l'Immobilier a fait que la catégorisation des terres ou la division des terres se faisait selon différents critères. Les femmes, par exemple, mères de foyer, chargées du foyer, non, un nombre. On leur a octroyé plus de 15 000 lots de terre. Et donc, elles représentaient ces familles et étaient en charge des familles. Il y a eu des efforts aussi déployés par le gouvernement pour encourager la propriété immobilière féminine. Il y a eu également des initiatives dans ce sens. Mais il y a toujours plusieurs points d'amélioration, surtout par rapport aux zones rurales. Et il y a dans ce sens plusieurs entraves et difficultés auxquelles nous faisons face. Et en addition à cela, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont menées également par rapport aux droits de la femme et donc à l'introduction de la femme à ses droits, parce que dans plusieurs cas, la femme n'est pas consciente de ses droits et il y a également des entraves
administratives qu'il faut dépasser, bien évidemment. Et parmi ces entraves, nous trouvons les entraves économiques relatives à l'immatriculation de la propriété immobilière qui requiert des fonds financiers. Et donc, est-ce que ces femmes l'ont? Dans la plupart des cas, les femmes n'ont pas les moyens pour cette immatriculation. Et que donc en Mauritanie, il n'y a pas de barrière encore légale ou législative qui empêche la femme d'accéder à la propriété immobilière. Et puis, il y a encore des entraves sociales, évidemment, que nous essayons de dépasser. Et petit à petit, il y a des étapes qui nous aident à aller au-delà de ceci. Selon les dernières statistiques publiées par le ministère de l'Immobilier, il y a moins de 10% de femmes, moins de 10% de la propriété immobilière est possédée par les femmes. Donc voilà, c'est un pourcentage très minime. Mais les travaux déployés par nos institutions vont vers l'augmentation de ce taux et nous allons atteindre éventuellement ces taux plus élevés. Merci. Merci énormément, Monsieur Mohamed Salem Bokhrès, d'avoir mis sous la lumière les défis sociaux et culturels auxquels les femmes font face en Mauritanie pour accéder aux terres et à la propriété. Tel que vous l'aviez mentionné, il y a plusieurs initiatives permettant d'autonomiser les femmes intellectuellement, plutôt d'autonomiser les femmes économiquement. Nous allons passer maintenant au prochain intervenant de la Libye. Excusez-moi, du sultanat d'Oman. Monsieur Ali Ben Ahmed Ben Issa Al-Mouchani, directeur général de l'habitat et de l'urbanisme. Je vous en prie. Il y a quelques questions qui vous sont adressées, si vous le permettez. Donc, les voilà. Quels sont les types de politiques adoptées par le gouvernement au sultanat d'Oman pour garantir l'accès des femmes au foncier? Parlez-nous des différents programmes implémentés pour garantir l'accès des femmes à l'habitation et aux ressources foncières au sultanat d'Oman. Je vous en prie. Louange à Dieu. Je souhaite en premier lieu remercier les organisateurs de cette conférence. Merci de votre accueil bien chaleureux. Merci beaucoup. Dans le contexte du rôle des femmes et de législation à Oman, nous parlons de la capacitation des femmes et de la garantie d'accès aux fonciers. Il y a des législations qui sont très claires au sultanat d'Oman et les dernières statistiques montrent que le taux d'acquisition des femmes des propriétés immobilières fait partie des meilleurs pays par rapport à l'appropriation. Et si on voit le taux au sultanat d'Oman, le taux est de 91% des habitants du sultanat qui possèdent des terres. Et donc, en comparaison, le pourcentage, ou plutôt le ratio, est de 49%, 51%. Et donc, si on parle de 91% des personnes qui ont une propriété immobilière, de manière générale, toute population confondue, nous allons voir alors que ce 49% est très élevé par rapport à l'appropriation des terres. Et les législations sont très claires au sultanat d'Oman. La législation donne aux femmes le droit de posséder des terres selon des programmes dédiés, clairs,
ministère, il y a des immatriculations électroniques qui permettent aux femmes d'enregistrer les demandes ou de postuler, d'envoyer des demandes selon les législations adoptées et applicables. Bien évidemment, ces législations permettent aux femmes d'agir selon les directives et orientations du ministère d'Habitat. Et il y a des statistiques, un suivi qui est fait annuellement afin de mesurer où ces terres vont, qui les acquérit, comment est-ce qu'elles sont gérées, est-ce qu'elles sont vendues, etc. Il y a également les études de pourcentage de propriété immobilière et je peux dire au final qu'au Sultanat d'Oman, nous avons l'un des taux les plus élevés de propriété immobilière féminine et ceci est prouvé par le témoignage des institutions internationales qui le démontre également. Et là, nous pouvons parler également des droits des femmes par rapport à la propriété immobilière et aux législations qui régissent ce secteur-là. Le Sultanat d'Oman, à travers son ministère d'urbanisme et d'habitat, donne également des aux populations vulnérables, des habitations gratuites. Par exemple, si une certaine femme travailleuse a une famille et qu'en dollars, elle ne touche pas plus de 1 000 $, alors elle a le droit d'avoir une terre. En premier lieu, on lui donne une terre selon un schéma travaillé, donc un schéma bien établi. Il y a également une bourse pour construire. Et c'est jusqu'à 100 000 $, une bourse de 100 000 $ pour construire une maison. Il y a également des droits égaux avec les hommes. Il n'y a pas de discrimination sur la base du genre. Il n'y a pas de quota non plus. Il n'y a pas de législation qui soutient la propriété des femmes en particulier. Cette législation est absente parce que la législation est déjà claire. L'opération se passe et nous avons encore une fois l'un des taux les plus élevés parmi les 5 pays du monde arabe. Merci. Les 5 premiers pays, pardon. Merci. Je vais poser une question maintenant. Est-ce qu'il est possible de parler des efforts déployés pour augmenter la participation des femmes par rapport à la prise de décision, gouvernance et gestion des terres? Par rapport au ministère dédié à l'urbanisme et à la planification urbaine et l'habitat. Nous avons au sein de l'équipe déployée 5 agents responsables, 5 agents exécutifs. Il y a un directeur général. Il y a elles sont toutes femmes. Ces officiers sont toutes des femmes. Et il y a également le ministère de la planification urbaine et des conseillères déployées au sein de ce ministère. Ces équipes dédiées sont des équipes de décision qui exécutent les législations permettant aux femmes d'accéder à l'habitat et au logement. Et pour ce côté, au Sultanat d'Oman, les choses sont claires et il y a également des circulaires qui permettent aux femmes, encore une fois, d'agir clairement. La femme est présente également dans toute instance de prise de décision. Merci, M. Ali Ben Ahmed Mouchani, pour cette intervention et merci d'avoir souligné les différents exemples des programmes adoptés par le gouvernement ou le Sultanat d'Oman afin de permettre aux femmes d'accéder aux terres et de promouvoir leur participation économique. Nous allons passer maintenant au professeur du Royaume du Maroc. Madame Yasmina ou professeur Yasmina Ahmed. Donc, à partir de votre expérience dans le ministère, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience?
Donc j'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs pour nous avoir invités à participer à cette conférence de haut niveau. Juste un petit mot pour me présenter. Donc professeur Yasmina Himani, je suis responsable par intérim du Centre d'inclusion des femmes au foncier du pôle digital du ministère de l'Agriculture du Royaume du Maroc. Donc mon intervention a pour objet donc de présenter le Centre d'inclusion des femmes au foncier. Et cette intervention va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, pour poser les éléments de contexte concernant donc le foncier d'une manière globale, la situation des femmes par rapport au foncier au Maroc, les progrès qui ont été réalisés, mais les contraintes qui persistent également. Dans un deuxième temps, je présenterai les activités et les analyses qui ont mené à la création donc, du Centre d'inclusion des femmes au foncier, avant donc de présenter ce centre d'inclusion des femmes au foncier. Donc, quelques éléments de contexte dans un premier temps. L'importance du foncier pour le développement. Le Code de la famille de 2004, mais aussi un certain nombre de réformes législatives importantes qui ont été réalisées au cours des dernières années et qui ont notamment permis à travers donc la loi de 2018, l'accès des femmes à la propriété foncière et notamment à la propriété foncière des terres collectives, des terres sous la liette. Il y a aussi donc tout ce qui est renforcement donc des capacités des femmes, l'augmentation du taux de scolarité des femmes et également l'augmentation de l'entrepreneuriat des femmes qui ont fait qu'un certain nombre de progrès ont été réalisés. Un certain nombre de contraintes demeurent néanmoins concernant l'activité des femmes, comme je l'ai souligné tout à l'heure au niveau donc de la gestion des exploitations. Si on regarde un petit peu le parcellaire agricole, on va voir que les femmes, bien qu'elles ont maintenant l'accès à la propriété, ont des parcelles qui sont en moyenne de taille beaucoup plus petite que celle des hommes. Il existe notamment aussi des contraintes structurelles, comme le cadre des statuts fonciers, le coût élevé de l'immatriculation des titres fonciers des terres sous la liette et le manque donc d'accès des femmes aux ressources financières et au crédit font que justement l'accès au foncier reste limité. Et par conséquent, des études ont été émises et les recommandations du Conseil économique et social en 2020 ont montré qu'il est important de promouvoir l'égalité des genres en matière de gestion du foncier, à travers notamment l'accès à ces terres collectives, pour une participation effective des femmes au développement socio-économique du pays. J'aborderai maintenant le deuxième point qui concerne un petit peu les analyses et activités préliminaires qui ont été mises en œuvre au préalable à la création du Centre d'inclusion des femmes au foncier. Donc, en 2015, le gouvernement du Maroc et le Millennium Challenge Corporate ont mis en place un projet commun de coopération qui est le Compact 2. Ce Compact 2 a eu pour objectif de réduire la pauvreté par la croissance économique, et ce, à travers 2 grands projets, 2 axes principaux, qui sont d'une part l'éducation et la formation pour l'emploi, et d'autre part la productivité du foncier. Quand on prend ce projet qui est le projet de productivité du foncier, on va voir qu'il s'articule autour de 3 axes principaux, qui sont d'une part le foncier rural, d'autre part le foncier immobilier, et d'autre part la gouvernance plutôt du foncier. Et cette action sur la gouvernance du foncier s'est traduite par l'engagement du Maroc et du Millennium Challenge Corporate pour favoriser la participation des femmes à l'économie à travers justement la création d'un centre d'inclusion des femmes au foncier. Un benchmark a été également établi pour, au préalable, identifier les missions du Centre d'inclusion des femmes au foncier. Et ce benchmark a notamment souligné l'importance de la production de données sexospécifiques liées à l'accès au foncier immatriculé, la difficulté donc de diffuser et de produire ces données à grande échelle, également la nécessité donc de renforcer les actions de sensibilisation, les actions de formation, et enfin la nécessité de renforcer également la participation des femmes à la gestion du foncier.
C'est ainsi que le Centre d'inclusion des femmes au foncier a été créé et mis en place en juin 2023. Ce Centre d'inclusion des femmes au foncier est un des 4 sous-centres du pôle digital du ministère de l'Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Donc, le pôle digital a été créé sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Il comporte 4 sous-pôles, un pôle de digitalisation de l'agriculture et de la forêt, un observatoire de la sécheresse, le centre d'inclusion des femmes au foncier et un centre de coopération sud-sud. Il s'agit donc d'un groupement d'intérêt public qui est porté par 2 ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. Et ce pôle, il comporte donc ses 11 membres au niveau de son conseil d'administration qui sont représentatifs de l'ensemble donc de l'écosystème agricole, que ce soit donc le secteur public à travers donc les instituts de formation et de recherche, les agences du ministère de l'Agriculture, mais également le secteur privé avec donc le financement, le crédit agricole et les assurances. Et donc, ces différents administrateurs sont là aussi pour appuyer le Centre d'inclusion des femmes au foncier et permettre de décliner sa stratégie sur le terrain. En ce qui concerne donc le Centre d'inclusion des femmes au foncier, il présente 3 missions principales. Une première mission qui est la mission d'être un observatoire de données genrées, de données sexospécifiques. Et donc, cet observatoire a la mission donc, de collecter, de produire et d'analyser un certain nombre d'indicateurs qui conservent notamment l'accès au foncier, mais également la participation des femmes à la gouvernance du foncier. La deuxième mission de ce centre d'inclusion des fonciers, c'est une mission de formation, de communication et de sensibilisation. Donc, pour permettre justement aux femmes d'avoir un meilleur accès au foncier, pour permettre également aux femmes de mieux connaître leurs droits concernant le foncier. Et enfin, une troisième mission qui est celle donc de l'appui aux politiques publiques. Il s'agit donc d'une mission à travers laquelle le Centre d'inclusion des femmes au foncier réalise donc périodiquement des analyses et des rapports concernant les politiques publiques liées au genre pour justement pouvoir émettre des recommandations par rapport justement à l'amélioration de ces politiques. Juste un petit mot par rapport à l'observatoire, qui est donc la première mission que nous sommes en train de développer au niveau du Centre d'inclusion des femmes au foncier. Cet observatoire se veut donc un observatoire qui réunit donc cette base de données sexo-genrées à travers un certain nombre de partenariats avec notamment l'ANCFCC, l'Agence nationale pour la conservation foncière et le cadastre, avec le Haut Commissariat au plan, donc avec l'ensemble donc des instituts qui produisent de la donnée, cette donnée que l'on peut justement exploiter pour produire ces indicateurs. Ensuite, cet observatoire comporte également, cette bibliothèque donc comporte l'ensemble des textes qui font référence donc à l'accès au foncier, notamment pour les femmes. Il existe également au niveau de l'observatoire un guide thématique relatif aux droits fonciers des femmes et également un dispositif qui répertorie l'ensemble des formations qui sont disponibles pour justement permettre un renforcement des capacités des femmes en ce qui concerne l'accès au foncier. Donc c'est un centre qui est relativement jeune, il a moins de 2 années d'existence, mais nous travaillons d'arrache-pied pour justement établir un certain nombre de conventions de partenariat avec l'ensemble des acteurs au niveau donc du pays, que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ANCFCC, le Haut Commissariat, le ministère donc dédié à la solidarité et aux femmes, pour justement pouvoir permettre de produire ces indicateurs et œuvrer pour une meilleure inclusion des femmes au foncier. Merci. Merci, professeur Yasmina Yamani. Vous avez parlé de certains programmes et certaines réformes législatives afin de permettre aux femmes d'accéder au foncier. Maintenant, nous avons une petite intervention de Madame Ikhlas. On the reform of land rights in Sudan to give access to women to lands.
Au nom de Dieu, donc l'initiative de réforme des terres permet l'accès au foncier aux femmes. Donc ceci veut dire réformer les lois et également les mettre en œuvre pour garantir à ce que la femme ait ses droits légaux. De plus, des financements qui permettent de faire de la sensibilisation pour la femme et également pour faire du renforcement de capacité pour ces femmes pour utiliser les terres agricoles. De plus, le fait que les femmes ne soient pas impliquées est un blocage ou une contrainte au développement économique et au développement sociétal qui est nécessaire pour garantir un bon environnement d'investissement. Donc au Soudan, les droits d'habitat, quand il s'agit de la femme, nous avons une équité et égalité pour les femmes. Nous avons même des lois en place pour protéger les femmes dans des conditions spécifiques, notamment quand il y a des conflits des droits. Par contre, du côté agricole, du côté d'investissement, la femme ne bénéficie pas des mêmes droits. Donc nous espérons sortir de cette conférence avec des recommandations sur ces points. Maintenant, merci. On va passer la parole au dernier panéliste, Dr Abdelatif Trablsi, l'adjoint du secrétaire général au Libye. Monsieur Aboubakr, j'avais préparé quelques questions. Je vais poser ces questions. Je vous donne un droit à discussion, poser des questions même très spécifiques. Donc, le conflit continue en Libye a causé ou a eu un impact négatif sur les droits fonciers. Donc, comment vous gérez les droits fonciers de la femme en Libye? Bien sûr, donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernement du Maroc pour cette invitation, pour tous les organisateurs de cette conférence, que ce soit la Ligue arabe, l'UN Habitat, et merci au peuple marocain pour cette chaleureuse réception. Donc nous vous remercions tous. Tout d'abord, c'est une question qui va droit au but, mais tout d'abord, je voudrais vous dire que le Conseil supérieur est un bras d'application. Donc, de ce fait, il y a une coordination entre le Conseil d'un côté et le bureau de soutien à la femme qui malheureusement est en voyage aujourd'hui, qui n'a pas pu nous joindre aujourd'hui. J'espère donc le Conseil a 144 régions ou bien communes pour développer des politiques pour intégrer les droits spécifiques à la femme dans les politiques
de planification. Donc les droits en Libye, la législation sont équitables envers la femme. En général, néanmoins, comme les ministres l'ont dit hier, les droits et les régulations ne donnent pas cette équité, ces droits de façon très claire, car il faut des textes d'exécution, il faut qu'il y ait une exécution. Donc comment pouvons-nous soutenir ces initiatives et améliorer les droits fonciers pour la femme? Donc le ministère, à travers le bureau de soutien de la femme, a initié un travail avec les communes pour avoir des discussions pour développer des politiques. Ensuite, nous avons commencé à soutenir les centres de compétences pour les femmes que nous avons fait en Libye, dans toutes les régions. On a déjà fait 119 communes sur 144 pour un renforcement de capacité, une autonomisation économique, sociétale. Donc, le fait suivant, Monsieur le ministre, depuis en 2021, a décrété une initiative, donc un réseau des élus femmes des élus femmes qui sont en cours de mandat et d'anciennes élus femmes. Et à travers les commissions au sein de ce réseau, nous a joué un rôle très important dans l'évolution de la femme. Les élections précédentes qui ont eu lieu en janvier a fait d'une première dame présidente de région à l'extérieur du quota. Donc nous avons un quota pour la femme, mais il y a eu un rôle très important qui est joué par la femme. Donc auparavant, les femmes ne participaient pas aux élections, ne se présentaient pas aux élections. Donc par exemple, la ville de Tazlitan, les femmes ne participaient. Aujourd'hui, nous avons tous membres du conseil. Une est passée à travers le quota, la deuxième est passée à travers le programme qu'elle a fait pour sa communauté, pour sa ville. Donc l'objectif est de mettre en œuvre ces initiatives et de donner aux femmes un rôle essentiel dans notre société, car ce sont les femmes qui vont garantir l'équilibre alimentaire et autres, et aussi qui vont gérer de façon coutumière leur ménage, comme c'est le cas dans plusieurs pays. Maintenant, je voudrais vous poser une question par rapport aux étapes qui sont mises en œuvre en Libye qui impactent le droit au foncier pour les femmes. Donc, il y a des contraintes culturelles, sociétales qui sont en faveur de la femme. Donc, en cas de crise, par exemple les inondations que nous avons eues dans la ville de Dana. Donc, l'inondation de Dana a aidé à ce que les familles, les femmes aillent vivre chez leurs proches. Donc, nous avons
encore ce lien familial. On limite donc la femme se sent protégée auprès de sa famille, auprès de sa tribu. Donc, les autorités locales ont soutenu, ont supporté ce fait. Donc, nous avons des personnes sages qui connaissent toutes les familles au sein d'un village, un chef de tribu qui connaissent tout le monde. Donc, nous avons déjà parlé de ce fait. Le deuxième point est en relation avec les contraintes. Nous avons des réformes légales. Nous sommes en train de revoir toutes les contraintes, qu'elles soient en collaborant avec l'ONU Femmes, avec la GIZ, avec la coopération italienne, la coopération hollandaise. Donc, tous ces partenaires travaillent avec nous pour renforcer le rôle de la femme en autonomisant la femme à travers des formations, à travers des campagnes de sensibilisation. Et ceci permet de mettre en exergue le rôle de la femme dans notre société. Nous avons mené une expérience de développement local l'année précédente. Donc, nous avons mis en place un projet pour mettre en œuvre certains petits projets de taille moyenne en collaboration avec Tibari. Et ce fut une expérience réussie pour les femmes car elles ont eu des intrants qui ont renforcé ces projets, qui ont renforcé la sécurité alimentaire, qui ont comme vous le savez, les femmes ont pu profiter de tous les produits du terroir. Donc, ce sont des étapes qui peuvent renforcer le rôle au niveau culturel, au niveau sociétal. Donc, nous pouvons utiliser ces contraintes qui existent en faveur de la femme et en faveur du développement durable. Donc, merci, Dr. Aboubakar Latif, aussi. Vous nous avez présenté comment le Conseil supérieur interagit avec le genre femmes, l'autonomisation des femmes dans le domaine politique, économique. Oui, je voudrais simplement rajouter un sujet très important et qui impacte notre sujet. Je suggère en fait des ateliers qui sont des ateliers de renforcement de capacité dans toutes les régions où il y avait eu des crises et des changements climatiques afin de pouvoir faire un upskilling de ces personnes-là et pour qu'ils puissent avoir une bonne participation dans ce genre de besoins. Merci beaucoup à vous tous. Donc maintenant, nous allons donner l'opportunité aux autres de poser des questions avec des interventions très brèves. Je vais vous demander gentiment de poser des questions très brèves et de le faire directement avec les personnes présentes ici. À vous la parole. Nous avons une intervention. Est-ce qu'il y a un microphone?
Merci. Donc, je vais poser la question en français. Et je m'adresse principalement aux conférenciers de la Mauritanie et de Sultanat Amman. Alors, d'ailleurs, je les remercie. Et ils ont posé la question à ce qu'il y ait une distribution égale entre la femme et l'homme en ce qui concerne la propriété foncière. Alors, est-ce que vous avez tenu compte de l'héritage? Est-ce que la femme hérite de la même manière que l'homme? Peut-être l'accessibilité, il y a l'accessibilité entre l'homme et la femme, il n'y a pas de problème, mais est-ce que l'héritage entre la femme et l'homme sont égaux? Merci. كان السؤال لموريتانيا أو لسلطنة عمان. تفضل. السؤال الموريتاني. نعم. La question était pour la Mauritanie et Oman. I'm going to talk about Mauritania. Je vais commencer par parler de la Mauritanie en premier. Donc, quant à la when it comes to equitable distribution. Alors, quand il s'agit de la distribution. La distribution s'est faite sur des critères de chefs de famille, particulièrement les femmes qui sont chefs de famille. Et par conséquent, le nombre de femmes attributaires de terrain a dépassé les 50%. Cependant, par rapport au problème de l'héritage, je tiens à signaler que l'héritage en Mauritanie est régi exclusivement par la religion musulmane et donc par toutes les règles religieuses qui s'y adaptent, donc qui n'ont rien à voir avec la distribution des terrains et l'approche de l'accès au terrain. Toute la problématique de l'héritage est régie exclusivement par la religion en Mauritanie. شكرا على السؤال. هنا المؤتمر يتحدث عن الأراضي، فما تطرقت إليه من خلال السؤال عن حق المرأة في الأرض والمسكن في سلطنة عمان. تحكم قوانين وتشريعات تكاد تصل إلى 50% من حقوق المواطنة، إذن يكون بالتساوي بين الرجل والمرأة. وفي بعض الظروف التي أشرت لها أيضا، في حالة أن المرأة هي العائل لأسرتها فلها الحق والأولوية لتملك الأرض والمسكن. هذا أعتقد هو محور منح الأرض كقانون أو تشريع يمكن المرأة للحصول على الأرض والمسكن. قضية الإرث تحكم جوانب أخرى، ووزارة أخرى هي التي تنظم هذا الأمر وتحكمها ضوابط وقوانين تشرع هذا الجانب. شكرا. شكرا. خلينا بس ناخذ السؤال من هون، تفضل، بعدين بنرجع لحضرتك. Prendre une autre question de l'audience. En ce qui concerne ce sujet, à travers 3 conférences qu'on a eues à Beyrouth et une autre à Rabat aussi, il se peut que les problèmes du foncier soient un petit peu similaires. Et donc, il y a un problème majeur quant au manque de conscience et à l'accès aux différentes législations. Par exemple, si la conférence souhaite travailler sur le côté de la propriété, il faut bien sûr passer par un ensemble de procédures, mais ceci peut causer un problème. Donc, si on a une preuve, plutôt un glossaire qui va nous permettre d'unifier toutes les terminologies et les définitions afin qu'on puisse donner l'accès aux terres, que ce soit quant à la propriété privée, à la location ou autre. Donc je pense que c'est un point très important. Merci. Je pense que nous avons une autre intervention ici. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pu intervenir ici. Ma question est la suivante.
bien sûr, avec l'expérience réussie que vous avez eue, c'est-à-dire la propriété de la femme, est-ce que, quant à, par exemple, au terrain agricole et à la récolte de ces terrains, on parle de 50%, et est-ce que c'est principalement pour la partie, la zone urbaine et la zone agricole, ou bien c'est pour le tout? Et quel est en fait l'impact de la femme dans l'accès et l'inclusion par rapport à l'accès au foncier? Merci. Thank you very much for the question. Merci beaucoup pour la question. Quant à la propriété des terres à Oman, c'est par rapport à l'accès à toutes les femmes. Par exemple, dans le domaine agricole, la femme détient un pourcentage qui n'est pas très simple, que ce soit par exemple pour les terres aussi commerciales. Quant à mais par exemple, si une terre est utilisée comme logement, donc la priorité ici est donnée principalement au logement et à la stabilité de la famille. Et donc par conséquent, la femme, au cas où elle est la personne qui est là pour répondre aux besoins et subvenir plutôt aux besoins de la famille, donc il est très important de respecter cela. Bien sûr, il y a les droits de la femme. Il y a aussi, quand on parle du pourcentage de propriété des femmes des terrains agricoles, elle n'arrive pas bien sûr à l'homme, mais c'est fait de manière très libre. Par exemple, si une femme détient une terre pour n'importe quel usage, donc elle a le droit bien sûr de faire des achats aussi. Donc les transactions commerciales peuvent se passer dans ce genre de terrain et les pourcentages changent. Il n'y a pas vraiment de programme qui travaille avec certains amis. Il y a une certaine liberté dans la propriété, dans le fait d'exploiter le terrain agricole aussi. Je voudrais mentionner un autre point important. Un des participants qui avait posé une question, qui est en fait l'expérience du Conseil de collaboration et de coordination dans les pays de Golfe. Je pense que c'est un réel exemple à prendre parce que quant à la question de la propriété dans les pays du Golfe, c'est permis dans plusieurs pays. Et donc, par exemple, un citoyen de l'Arabie saoudite peut acheter un terrain, mais quant à la construction de ce terrain, c'est autre chose. Mais là, je suis en train de parler de terre, c'est-à-dire de logement. Ça, c'est permis pour tous les pays du Conseil de coordination à travers un accord qu'on a co-signé entre nous. Et cet accord a déjà été activé, donc on essaie de le faire au maximum possible. J'aimerais ajouter un point très simple quant à l'héritage. Donc, j'aimerais mentionner que qu'en Libye, l'héritage a fait en sorte que, surtout quand ça a été fait de manière en respectant la loi, la charia islamique, on a vu même une augmentation de l'accès aux fonciers chez les femmes. Donc, on va prendre une dernière question de ce côté, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous tous, à tous les organisateurs, l'UN Habitat et le Royaume du Maroc. Je suis Dr Zainab Moumani. Merci beaucoup pour ce sujet qui est très important, qui est par rapport à l'acquisition des terrains pour les femmes. Mais je voulais répondre à la question de la femme qui a posé cette question. Vous avez mentionné que l'héritage a même poussé à l'augmentation de l'accès des femmes aux fonciers. Mais malheureusement, ce n'est pas bien appliqué, que ce soit à Oman ou en Jordanie ou autre. De notre expérience en Jordanie, qu'une fois qu'on a commencé avec notre union, nous savions que la femme qui travaille dans le domaine agricole a en acquisition environ 10 dolomates du terrain.
Donc, on parle ici de 2,7%. Et après avoir mis en place des projets, après avoir travaillé sur des campagnes de sensibilisation et avoir changé la loi de l'héritage aussi, c'est-à-dire de succession, c'est-à-dire que la femme ne peut délaisser son héritage ou sa succession qu'après 3 mois. Donc, c'est vrai que les lois en rapport avec l'héritage, elles sont bonnes, mais elles ne sont pas appliquées. Donc, si on essaie de revoir un petit peu les pourcentages d'acquisition des femmes et de propriété des femmes des terrains, elles sont très basses. Malgré l'islam, malgré la loi islamique, la femme ne prend pas son droit tel qu'il le faut. Et ceci se reflète sur sa capacité de faire plusieurs choses et donc surtout d'avoir accès aux prêts ou au financement. Donc il est impossible que ce soit à 50% de pourcentage d'acquisition chez les femmes. Par exemple, les pourcentages que nous avons ici, c'est 5,5%, qui est un pourcentage vraiment très bas en Jordanie. Nous avions une autre intervention ici. Je suis Ahmed Nourdine du ministère d'Urbanisation et de Développement urbain et de Logement au Maroc. Donc la question est pour la personne qui a intervenu ici, qui est du Maroc, et aux autres panélistes aussi. Je pense que le fait de se focaliser en fait sur les problèmes liés à l'acquisition de terrain, à la propriété de la femme, quant au foncier, au contraire, l'héritage ou la succession de manière générale et selon la loi islamique doit en fait aller vers cette tendance et permettre aux femmes d'avoir accès à plus de terrain. Donc le chiffre que vous avez mentionné, je ne sais pas s'il inclut le monde rural et le monde urbain ou est-ce que c'est seulement pour le monde, pour la zone rurale. Par exemple, au niveau du ministère, l'acquisition des femmes est de 15% dans la zone rurale. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut justifier le pourcentage de 4%. Par rapport à propriété rurale, c'est par rapport à ce qui se passe au niveau rural, pas au niveau global. On va prendre 2 ou 3 questions afin qu'on puisse clôturer cette session. Est-ce que quelqu'un peut remettre le microphone au monsieur ici derrière? Mon nom est Monsef Fadeli. Je vais intervenir en français si vous le permettez. Présidente, chers amis, j'ai été de ceux à UN Habitat pendant très longtemps qui ont milité sur l'équité de genre et pour l'accès au foncier, non seulement pour les femmes, mais essentiellement pour les pays et pour les sociétés dans les périodes de conflit. Nous savons qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits. Nous avons des représentants gouvernementaux et j'apprends par ma compatriote qu'il y a un centre d'inclusion pour les femmes et pour l'accès au foncier. Madame la Présidente, c'est une réunion de la région arabe. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de l'accès au foncier des femmes, qui est une donnée légitime, sans parler de l'accès au foncier de toute une population qui est aujourd'hui non seulement privée de foncier, mais qui est menacée de disparition, y compris de son foncier. Nous savons que l'armée d'occupation israélienne détruit systématiquement les archives foncières, parce que les archives foncières sont la mémoire, depuis les actes notariés ottomans, britanniques, palestiniens et aujourd'hui israéliens qui viennent se superposer aux fonciers. Dans la société palestinienne, à Raza et en Cisjordanie, la femme palestinienne est peut-être celle qui préserve non seulement le foncier de toute une société, mais aussi le foncier de toute une entité qui est celui de la région arabe. Je terminerai pour dire, Madame la Présidente et chers amis, que nous avons un droit d'engagement pour que dans nos recommandations, nous puissions parler de l'accès au foncier dans les sociétés sous occupation, spécialement à Raza et en Cisjordanie, surtout lorsqu'on sait que le foncier est aujourd'hui menacé par un pays qui voudrait en faire une station balnéaire, aussi bien pour les hommes, pour les femmes, donc tous ensemble pour des recommandations fortes pour que la déclaration de Rabat
sur les terres arabes puisse porter le sceau et le stamp et le label de l'accès au foncier de toute une société. Merci. هل في أي سؤال آخر أو مداخلة؟ Il y aurait d'autres questions. La parole est à vous. Merci beaucoup au Royaume du Maroc. Merci beaucoup à cette initiative des terres arabes. Donc juste pour rebondir sur ce qui a été dit par le développement urbain. Mon nom est Sharafdin Ahmedi. Je suis en charge du service cadastral au Soudan. En ce qui concerne l'acquisition et la propriété des femmes des terres en Soudan, par exemple, au Soudan, on parle ici d'un ensemble de terrains agricoles. L'enregistrement a pu atteindre 35 à 40%, et pour le reste des pays, pour le reste des terrains, on parle de terrains de terres coutumières. C'est-à-dire que la loi actuelle de l'année 2025 qui vise à faire l'immatriculation de ces terrains est en cours. C'est-à-dire que la femme est arrivée à un pourcentage de 15 à 16% qui vient de l'ensemble de 30 à 40% du foncier au Soudan. Par exemple, les enregistrements ont été faits directement avec les autorités, et je peux vous dire aujourd'hui que l'acquisition des terrains est faite de manière égalitaire, tant que toutes les conditions ont bien été approuvées. Donc la femme peut bien acquérir un terrain et son mari ne peut pas l'exploiter tant qu'il n'a pas l'accord de sa femme. Dieu merci. Nous avons des directrices de l'urbanisme également. Il n'y a pas de barrière légale ou technique par rapport à l'appropriation des femmes et à leur accès. Merci. Merci énormément. Nous allons prendre les dernières interventions maintenant. Allez-y. Merci énormément. Je suis Ahmed Kabiani, directeur général des terres, du foncier au Sultanat d'Oman. J'ai un simple ajout par rapport à ce que mon collègue Ali a mentionné. Nous avons 3 programmes de preuve de propriété en premier lieu. C'est par rapport à l'immatriculation des biens non enregistrés. C'est une équation assez égale entre l'homme et la femme ici. Il y a le droit de propriété également. Toute femme a le droit d'investir en les terres, et il y a une égalité. Il y a par rapport à l'octroi des terres gratuites avant 2008, un droit dédié aux hommes seulement. Et dans le cas où la femme était veuve, on leur donnait des terres. Et il y avait également un décret qui donnait le droit aux femmes de posséder les terres de la même manière que l'homme, même si l'homme ou la famille avait une autre terre. Nous avons fait face à certains problèmes par rapport au 2020 et les demandes avaient atteint 1 million. Il y avait des retards par rapport à l'octroi des terres et c'était un retard de 10 ans par rapport à la distribution des terres. Et donc nous avons mené des études dans ce sens et avons étudié les terres qui étaient octroyées sur les 10 dernières années, depuis 2011 jusqu'à 2020. Et c'était un total de 350 000 terres. 70% de ces terres étaient aux femmes. Et puis
Quand nous avions révisé ces détails-là, donc les terres qui étaient offertes, nous sommes posé une question. Est-ce que l'objectif de construction et donc de préservation des familles était là? Mais nous avions un taux de 7% seulement par rapport à ceci. Et dans les provinces, notamment la province de Masquette, la capitale avait atteint 20%. C'était le meilleur taux. Et nous avions mené une deuxième étude pour amender la loi par la suite afin d'octroyer à toute la famille. Et la famille ici a une définition. Donc, c'est une terre commune qui leur est octroyée, commune, partagée entre l'homme et la femme, le mari et la mariée. Et dans le sens donc, où la femme est la chef de famille, elle a le droit de posséder une terre, donc un lot qui lui est dédié. Voilà pour l'expérience du sultanat d'Oman. Merci. Nous allons prendre une intervention seconde. Allez-y, monsieur. Thank you, ma'am. If I understood well, our friend from Mauritania, he explained that the judicial civil authorities ne prennent pas et que ce sont les autorités religieuses qui décident au sujet du droit des femmes vis-à-vis à l'héritage. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée comment ces autorités religieuses décident vis-à-vis les femmes? Merci. Cette question est adressée au docteur de la Mauritanie. Merci. Allez-y. De vous éclairer qu'en Mauritanie, la constitution de notre pays et tous les droits en Mauritanie tirent leur légitimité de la charia islamique. Par conséquent, cette distinction entre les autorités religieuses et les autorités publiques n'a pas réellement, ce n'est pas comme ça que c'est organisé chez nous. Le droit mauritanien tire sa légitimité et tire son essence de la charia islamique. La femme en Mauritanie a son droit d'héritage tel que défini dans la religion musulmane et elle a tous les droits qui sont conférés par la religion islamique. Je crois que c'est un moment très court pour expliquer un peu en détail tout ce que la religion islamique confère comme droit aux femmes. Mais en réalité, en Mauritanie, tous les droits tirent leur légitimité et leur essence de la charia islamique qui, elle, garantit à la femme mauritanienne tous ses droits. Je rejoins notre collègue de la Libye en disant que ce droit a fortement augmenté le taux d'accès de la femme au foncier en Mauritanie. نعم. بتحب تجاوبي على المداخلة؟ Souhaitez-vous répondre à cette intervention? Oui, mais très rapidement. Au nom de Dieu, miséricordieux, par rapport à l'intervention de notre collègue Sharaf el-Din, le chef du judiciaire, donc je dirais que les principes relatifs aux fonciers pour les terres d'habitat, etc., voit une certaine égalité par rapport aux lois. Il n'y a pas de différence entre les genres par rapport à cet octroi et la loi donne aux femmes une certaine particularité. Il y a des exceptions, donc les femmes veuves, les femmes divorcées et les femmes qui n'ont pas d'enfants aussi, elles sont incluses. Mais il y a des conditions relatives aux us et coutumes par rapport aux terres agricoles dans les zones rurales et par rapport au travail et à l'investissement ici. C'est ce dont je parle. La femme a besoin d'être sensibilisée aussi. Il ne faut pas oublier ceci. Il faut donc faire en sorte qu'elles soient conscientes de leurs droits. Et il y a les conditions de guerre également qui impactent tout ceci, les déplacements, etc. Au Soudan,
Il y a des lois, et depuis 1930, les lois relatives à l'immatriculation des terres ont respecté plusieurs conditions et ne distinguaient pas entre les genres. Mais encore une fois, dans des conditions de guerre et de déplacement, il faut avoir des lois qui soient capables de faire sortir les citoyens de cette crise. Et nous parlons ici d'un amendement des lois pour qu'elles soient en conformité avec les changements actuels. Merci. Dernière intervention, je vous en prie, madame. Bonjour à tous et à toutes. En premier lieu, je souhaite remercier le comité d'organisation de la 3e conférence arabe sur le foncier qui met sous la lumière plusieurs problématiques, notamment la femme et le foncier. C'est un sujet qui est très pertinent et difficile à aborder, tel que démontré par nos collègues que je remercie d'avoir partagé leur expérience et les données de leur pays. Merci à vous tous en premier lieu. Ce sujet, encore une fois, est très important. Nous parlons d'immobilier urbain, nous parlons de foncier agricole, etc. Et la docteure Yasmine a, lors de sa présentation, parlé de l'initiative marocaine relative à la promotion de l'accès à l'immobilier pour les femmes, une initiative cruciale. Madame, lors de votre présentation, vous aviez parlé d'un problème que je vois comme le cœur des problèmes par rapport à la capacitation des femmes arabes et marocaines, entre autres, par rapport à l'immobilier. L'affaire de la gestion en particulier, tout ce qui est relatif à la gestion foncière dans le domaine agricole en particulier. La propriété des femmes, ou plutôt leur accès à la propriété, est fait soit à travers la hiba, ou bien l'héritage, ou donc l'achat. Et il y a un problème de gestion, donc la gestion des terres agricoles. On trouve aussi les techniques de don ou de donation de terres, mais voilà, la femme, nous le savons, est un être qui travaille énormément, qui travaille sérieusement également, mais il y a des affaires afférentes, et je vais le dire en français, par rapport à l'orchestration des travaux, il y a des problèmes de gestion générale et ces problèmes ne sont pas d'ordre juridique ou législatif, mais des problèmes liés à la réalité. C'est la réalité qui s'impose. Et je n'ai pas de questions, mais c'est plus une remarque que je souhaite transmettre ici, une remarque très essentielle. Donc, comment est-ce que les pays arabes encourageront-ils la femme arabe et comment est-ce qu'ils vont lui permettre d'accéder à l'immobilier et aux terres agricoles? J'ai une demande. Peut-être que les recommandations de cette 3e conférence arabe sur le foncier devraient aboutir en la pensée relative au mentorat ou à l'orientation des femmes arabes par rapport à la capacitation et à la gestion des terres. Il faut faire participer les femmes arabes dans ces affaires-là. Et donc, si cette possibilité existe, celle d'organiser des programmes de mentorat dédiés aux femmes arabes, je pense que les fruits tirés seraient importants et cette conférence aurait eu de bonnes recommandations à mettre en œuvre. Merci à vous et merci à tous les intervenants. Nous n'avons plus assez de temps et donc je vais remercier toutes intervenantes et intervenants qui ont participé. Merci énormément de vos contributions de grande valeur. Ce panel a bénéficié de vos
votre expertise. Voilà, c'est la conclusion de ce panel sur les femmes et le foncier dans la région arabe et l'accès égal aux terres qui n'est pas juste une affaire afférente aux femmes, mais plutôt afférente à la société et aux nécessités économiques et au développement ainsi que le développement durable. En dépit de tous les défis, nous avons essayé d'élaborer ensemble des stratégies pratiques et de trouver des opportunités de changement. Les changements législatifs notamment mènent cette initiative et pourraient préparer le terrain pour un futur plus égalitaire. Et bien évidemment, le développement réel demande des efforts communs de la part des décideurs, la société civile et les communautés locales. Chaque individu ici contribuera. Merci énormément de votre interaction.